Alors moi, je vous remercie tous et toutes d'être là. C'est incroyable quand on a préparé cette journée. Merci Catherine parce que tu t'es beaucoup investie. Et on s'était dit que si on avait 150 personnes, on serait content. Vous êtes plus de 350 inscrits et c'est juste un cadeau. Ça veut dire que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de médecins et des patients qui commencent à prendre la parole, à dire que les choses peuvent changer. Alors ici, je prends ma casquette de chercheuse, mais en tout cas, c'est ensemble que les choses pourront se faire et toute parole est importante. Donc, un immense merci d'être là et c'est un honneur pour nous parce que quand on a commencé, on ne pensait pas que vous serez tous là malgré les grèves. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des modulations du micro-environnement tumoral dans les cancers des voies aérodigestives supérieures, HPV associés. Alors c'est un sujet sur lequel on ne connaît pas grand-chose et vous l'avez vu, on ne sait même pas s'il y a des lésions dysplasiques ou pas. Mais en tout cas, elles sont certainement là, mais on n'arrive pas à les retrouver. Alors, pour ce qui est de l'épidémiologie, je vais aller passer très vite. Vous savez que c'est un cancer qu'on va retrouver de plus en plus souvent dans l'oropharynx lié à l'HPV et c'est dans tous les pays de façon importante. Et c'est pas parce que les patients boivent moins ou fument moins qu'on voit des cancers arriver. C'est objectivement parce qu'il y a des cancers qui sont liés à l'HPV qui sont en train d'arriver. Donc, on l'a dit et c'est vraiment très important. Les classifications OMS 2013, il a fallu attendre alors qu'on présentait la présence de cancer d'HPV dans les cancers ORL dès de 1980, les premiers papiers de Zerbagen. 2013, la première classification, 2018, la seconde, pour dire, 2020, la deuxième classification pour dire que de fait, il y a des cancers qui sont liés à l'HPV et d'autres qui sont HPV indépendants et les caractéristiques cliniques au niveau de l'oropharynx ne sont pas les mêmes. Les patients qui ont des cancers HPV+ dans l'oropharynx, ils sont de meilleurs pronostics et on ne sait pas très bien pourquoi. Alors, évidemment, vous allez me dire, les patients, regardez, ils sont plus jeunes, ils ont moins de comorbidité, alors forcément, ils répondent mieux au traitement. On va voir ça, si c'est vraiment vrai. Donc, on voit que ce sont des patients qui ont des meilleurs pronostics, qui sont des tumeurs qui sont plus radiochimiosensibles que les cancers oropharyngés non liés à l'HPV. Et donc, on peut imaginer que c'est lié au fait que ce sont des tumeurs différentes. Alors, Alain l'a très bien et avec brio dit, ce sont des tumeurs qui peuvent avoir une prévalence de mutations somatiques importante. On voit que pour tous les cancers de l'ORL, c'est le cas. On voit que ce sont des profils mutationnels différents. La biologie moléculaire n'est pas identique. Les patients HPV+ et HPV- ne se ressemblent pas, mais pour autant, ça ne suffit pas pour expliquer pourquoi ils sont de meilleurs pronostics. Alors, dans le laboratoire qui est dirigé par Éric Tartour, on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce que l'immunité peut faire et qu'est-ce que le profil immunitaire peut faire. Alain l'a dit tout à l'heure, même les mutations peuvent entraîner des différentes expressions des cellules immunitaires autour des cellules tumorales. Donc ça, c'est pas nouveau hein, qu'on se pose des questions sur la modulation de l'immunité. On voit bien qu'en fonction des cancers, la présence de macrophages, de lymphocytes, c'est pas exactement la même chose et qu'il faut savoir décliner en fonction des différents sous-types de tumeurs. Alors ça, c'est le micro-environnement tumoral. Déjà là, je vous ai perdu pour la moitié. Le gros, c'est pour dire que autour des cellules tumorales, elles ne sont pas flottantes dans le corps. Il y a des lymphocytes, des macrophages, des vaisseaux, plein de choses qui vont interagir et c'est ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral. Et c'est cette identification du micro-environnement tumoral et de savoir s'il va être pour ou contre la tumeur qui va être extrêmement important et qu'on essaye de disséquer. Alors, vous voyez, on commence à rentrer un peu plus dans le détail. Vous voyez ces cellules tumorales qui sont en mitose, qui sont plus ou moins agressives, qui racontent leur histoire. Est-ce qu'elles sont liées à un virus? Est-ce qu'elles sont liées à de l'alcool et tabac et toutes ces cellules immunitaires autour? Alors, pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'il y a, alors c'est très, les immunologistes n'aiment pas cette théorie, mais pour autant, elle permet un peu de fixer les choses parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça en vrai. Mais toujours est-il que Schreiber avait proposé la théorie des 3 E, c'est-à-dire qu'à des moments de la vie de la tumeur, le système immunitaire va être antitumoral. Au début, c'est l'escape, l'élimination. Puis, il va y avoir un équilibre entre le système tumoral et les cellules. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un échappement. Et le système immunitaire ne peut plus réguler la prolifération de la tumeur. Donc, pendant toute cette période-là d'échange et d'interaction
qui se passe avec les cellules tumorales, eh bien, il y a un dialogue qui se fait, il y a un dialogue extrêmement important avec les cellules autour de la tumeur qui ne vont plus exactement les mêmes. Alors, pour venir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on avait fait une première étude au début où on nous disait, oui, mais évidemment, un homme de 50 ans qui n'a pas de comorbidité, qui va bien, qui est QSP+, parce que c'est généralement ces patients-là qu'on va retrouver avec des cancers oropharyngés, eh bien, il a plus d'accès aux soins, il va être pris en charge correctement et il va mieux répondre à toutes les thérapeutiques par rapport à des patients qui ont des comorbidités fortes comme un alcoolisme et un tabagisme marqué. Eh bien, en fait, on a pris des cohortes de patients, des HPV+, et des HPV-, c'était déjà il y a très longtemps, de 2013, c'est cette publication, et on a montré que, en fait, peu importe que les mêmes tumeurs, qu'elles soient HPV+, HPV-, et on a enlevé tout ce qui pouvait rentrer dans l'histoire de la maladie, c'est-à-dire, et on les a appariés, même intoxication alcoolo-tabagique, même âge, même localisation, enfin, c'était surtout de l'oropharynx. Et on a montré que peu importe finalement, c'est vraiment l'histoire de la tumeur et la cancérogénèse HPV induite qui va être importante. Et là, vous avez des survies qui sont complètement différentes s'il y a de l'HPV ou pas. Donc, on s'est intéressé à cette infiltration des cancers et on a regardé différentes cellules immunitaires. Je vais passer très rapidement, mais les PD1, c'est les cellules qu'on dit exhausted, qui sont excessivement fatiguées, qui ne peuvent plus faire leur job de antitumoral. Et puis, les lymphocytes FOXP3, qui sont aussi des lymphocytes qui sont régulateurs, qui disent que dans le combat, faut pas forcément y aller parce que peut-être que c'est pas important. Et on a montré que quand on avait des tumeurs HPV+ et des tumeurs HPV-, en fait, les cellules autour des cellules tumorales n'étaient pas les mêmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pour vous dire qu'il y a des corrélations très importantes. Et ces corrélations avec la survie sont liées au fait qu'on a des lymphocytes qui sont PD1. Alors, je vous ai dit que le PD1, c'était des cellules qui étaient, des lymphocytes qui étaient épuisés, mais en fait, au début, avant d'être épuisées, elles ont été excitées et activées. Et donc, en fait, ce marquage PD1, il peut être au début d'une initiation d'activation et aussi d'une fatigue intense des lymphocytes. Donc, un seul marquage, un seul anticorps ne suffit pas pour aller identifier le phénotype véritablement des lymphocytes. Donc, avec des techniques autres de cytométrie de flux, on a pris des biopsies, HPV+ et HPV-, et on a regardé quelle était l'expression des différents récepteurs d'activation qu'on pouvait retrouver dans les cellules PD1 qui étaient autour des cellules tumorales. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des cellules activées et des cellules complètement épuisées. Donc, on a cherché d'autres marqueurs d'épuisement parce que plus on est épuisé, plus on a des marqueurs d'épuisement. C'est comme l'humain. Quand il s'assoit, il est épuisé. Quand il a des cernes en plus, il est vraiment épuisé. Et quand il va dormir, il est totalement crevé. Donc, c'est la même chose. On va aller chercher des récepteurs. Et là, on a utilisé TIM3 en plus de PD1 qui vont être marqués. Et donc là, on voit que ça soit des tumeurs HPV+ et HPV-, on a des lymphocytes qui ont été activés, qui sont prêts à la bataille, et puis d'autres qui sont épuisés. Et là, on n'a pas trouvé trop de différence entre HPV+ et HPV-. Grosso modo, on n'a pas les mêmes lymphocytes autour des cellules tumorales quand elles sont HPV+ ou HPV-. Pourtant, on sait que les cancers HPV+ vont avoir associé à un véritable meilleur pronostic. Et donc, on est allé regarder sur un modèle de souris. Si jamais on injectait des cellules dans le dos des souris qui exprimaient E7, E7, vous l'avez entendu ce matin, qui sont les oncoprotéines de l'HPV, et qui expriment le PDL1, qui est le ligand de PD1. Pour que PD1 soit actif, il faut qu'il ait un ligand qui soit PDL1 et qui est exprimé soit au niveau des cellules tumorales, soit au niveau des macrophages. Et donc, on a Éric Tartour a développé un vaccin qui permet de regarder s'il va y avoir de l'activité. Donc, c'est un vaccin anti-E7. Et donc, en haut, on regarde nos souris et puis on va prendre la tumeur, les cellules de la souris, et on regarde l'expression dans le sang et on voit que les souris non vaccinées, en fait, elles expriment un peu de CD8 contre E7. Le CD8, c'est les cytotoxiques, c'est celles qui vont à la guerre pour tout tuer
et pour autant, qui sont très actives, et pour autant, il y en a un peu, mais pas beaucoup. Par contre, quand on va vacciner et qu'on va booster le système immunitaire, eh bien, on voit que les cellules vaccinées vont avoir beaucoup de CD8 spécifiques contre la tumeur. Donc ça fait partie des choses très intéressantes qu'on a montré au laboratoire, c'est que quand on ajoute de l'immunothérapie à de la vaccination, ben, on a une activité forte contre l'expansion de ces tumeurs que l'on a mis sur le flanc des souris. Alors, on revient sur la problématique HPV+, HPV-. Alors, quand on regarde, en fait, on voit que ces cellules, elles sont pas, en biologie moléculaire, elles sont pas pareilles, elles ont des systèmes, des éléments oncogéniques qui sont pas les mêmes. Quand on a une tumeur qui est liée à une intoxication forte d'alcool et tabac, les événements oncogéniques qui vont amener la cancérogénèse, c'est des pertes de pitène, des mutations au niveau de JAK, de STAT, de PI3 kinase. Et donc, on va avoir l'amplification de PDL1 à la surface des cellules tumorales qui est liée profondément à des événements oncogéniques. Et donc, il va y avoir des interactions de ce PDL1 à la surface des cellules tumorales avec le PD1 des lymphocytes qui sont ou activés ou épuisés. Pour les mécanismes liés à HPV, eh bien, en fait, le mécanisme, il n'est pas celui d'une transformation de la cellule en tant que telle. Elle est liée à de l'inflammation permanente, à la présence du virus et à une modification finalement de l'expression de PDL1 parce qu'il va y avoir de l'interféron dans le système autour des cellules tumorales. Donc, on n'a pas du tout les mêmes types d'oncogénèse et on n'a pas du tout les mêmes micro-environnements, ils ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait au laboratoire pour aller rechercher ce qui se passe et comment on va expliquer ces différentes cellules immunitaires? On va aller regarder les macrophages, on va regarder les lymphocytes, CD3, puis on va regarder les cellules tumorales. Et donc, avec des marquages multiplex, avec le développement de techniques, on peut aller regarder à un même moment toutes les cellules autour des cellules tumorales pour regarder comment elles s'agencent, comment elles vont interférer et comment elles discutent entre elles. Donc, comme dans le laboratoire, on a beaucoup de cellules à regarder et de données à interpréter, ben, on utilise ce qu'on appelle du machine learning. On a demandé à nos machines, ça c'est du multiplex avec des applications, d'identifier où sont les cellules tumorales, où sont les cellules immunitaires, d'identifier quelles sont les différentes cellules qui sont présentes et de faire de ce qu'on appelle de la segmentation membranaire pour aller retrouver les différentes cellules, faire du phénotypage des différentes cellules dans le stroma et dans les cellules tumorales. Vous voyez qu'il y a des cellules qui sont non tumorales, qui sont dans le stroma et qui discutent avec les cellules tumorales. Et après, on peut imaginer, regarder comment les macrophages vont agir et en fonction de ce qu'ils vont exprimer, est-ce qu'ils sont pro-tumoraux ou anti-tumoraux, et puis finalement faire un espèce de vision de ce qui se passe dans un micro-environnement HPV+ et HPV-. Donc, vous voyez que c'est très complexe, qu'on a besoin de machines, qu'on a besoin d'applications de ce genre de choses et que tout ça, ça amène à un enjeu parce que c'est, à part le fait que c'est extraordinairement beau, j'espère que vous avez été ébahis devant la beauté de ces lymphocytes et de ces macrophages. Toujours est-il qu'en sortant du fait que c'est passionnant de regarder ce qui se passe. L'enjeu, c'est l'individualisation du traitement. Est-ce que les patients qui sont HPV+ et HPV- doivent recevoir la même immunothérapie? Est-ce qu'on doit proposer des vaccinothérapies prophylactiques d'emblée ou thérapeutiques? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit comprendre ce qui se passe? Donc, c'est vraiment d'identifier ces biomarqueurs prédictifs pour identifier les patients qui vont avoir des monothérapies, de savoir s'ils sont HPV+, qu'est-ce qu'on fait avec eux. Et donc, c'est toute la problématique du vaccin thérapeutique anti-HPV. Donc, les vaccins préventifs, on en a beaucoup parlé ce matin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils induisent des anticorps contre la protéine capsine L1. Et les vaccins thérapeutiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils induisent des lymphocytes cytotoxiques et qui vont être contre les protéines. Donc, je vais passer les différents protocoles qui sont là, mais c'était juste pour, de toute façon, ces présentations, vous pourrez les avoir, mais c'est pour voir que tout bouge et tout est en train de bouger. Ça, c'est le vaccin qui est produit par Eric Latour dans notre laboratoire. Je vais passer vite pour vous dire juste
Et peut-être que c'est ça aussi demain. Dans les vaccins thérapeutiques, on n'aura pas besoin d'injecter le vaccin et que les vaccinations antitumorales nasales ou sous forme d'ovules pour les femmes au niveau du col pourront avoir leur place aussi en thérapeutique pour demain. Donc ça, c'était pour vous dire que typiquement sur des sprays nasaux, on a réussi à traiter ici des cancers avec le même modèle de vaccin que je vous ai montré tout à l'heure sur les premières expériences. Je vais trop vite. Sur les souris, j'ai dit quoi? Ah ben sur la souris. C'est des langues de souris sur lesquelles on a injecté les mêmes cellules tumorales et on a fait le vaccin que je vous ai montré. Là, on n'est plus sur on est sur vraiment en local et on a Éric Tartour et son équipe ont injecté en intranasal du vaccin et en fait, la tumeur a disparu. Donc, on est vraiment sur des nouveaux concepts travaillant sur la muqueuse puisqu'on est sur un virus qui adore les muqueuses. Donc, et quand on est vraiment sur des tumeurs linguales orthotopiques et qu'on peut faire de la thérapie en stimulant de façon très locale la muqueuse, on est actif. Donc, j'ai essayé d'aller vite. C'était juste pour vous faire rapidement le fait que comprendre l'immunogénicité et comprendre ce qui se passe dans le micro-environnement tumoral, ça permet d'ouvrir des perspectives d'immunothérapie dédiées, de faire des combinaisons entre finalement des traitements avec des vaccins et puis de comprendre que ces cancers, ils sont différents parce que non seulement leur biologie est différente, la carcinogénèse est différente, mais le micro-environnement est aussi complètement différent. Donc, je tiens à remercier et le laboratoire d'Anapat qui fait les diagnostics et qui utilise les prélèvements et l'unité de recherche chez Éric Tartour et toutes les personnes qui y participent. Merci.